Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Dans ce journal, focus sur le port Tangemet 2 dont les opérations ont été lancées hier par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, représentant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Doté d'une capacité de plus de 9 millions de conteneurs, le nouveau port Tangemet 2 s'érige désormais en un hub international. Dans un contexte mondial marqué par des mutations sociales et technologiques, les entreprises qui réussissent sont celles qui innovent et qui privilégient l'intelligence collective. Une école entièrement dédiée à la discipline a vu le jour au Maroc. C'est à l'université Mohammed VI Polytechnique de Ben Gris qu'elle a élu domicile. Vainqueur des éléphants de la Côte d'Ivoire après une excellente performance, ayant de la place se qualifie au deuxième tour de la CAN 2019. Cette qualification a tout naturellement suscité des scènes de liesse et de joie au Caire. Après 2 semaines riches en activités culturelles et artistiques, clôture aujourd'hui du Moussem culturel d'Assila. Nous nous intéresserons en fin de journal à la gravure, une technique apparue au XVIe siècle. Elle suscite l'engouement de plusieurs artistes marocains, bien que les matières premières soient chères et peu présentes sur les marchés. Bonsoir à tous. Focus sur le port Tangemet 2 dont les opérations ont été lancées hier par son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, représentant Sa Majesté le roi Mohammed VI. Doté d'une capacité de plus de 9 millions de conteneurs, le nouveau port Tangemet 2 s'érige désormais en un hub international et au service des pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord, ainsi que des pays d'Europe et des Amériques latines, mais également d'Asie. Grâce à cette nouvelle capacité, Tangemet 2 permettra de réduire les délais de transbordement grâce à l'entrée en fonction d'un quai automatique. Le port Tangemet 2, une nouvelle infrastructure portuaire qui a hissé le royaume de la 83e à la 17e place dans le classement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les détails, c'est tout de suite avec Nissa El Hamdaoui. C'est l'infrastructure de tous les superlatifs. Tangemet, un grand port qui ne cesse de renforcer son positionnement. Avec le lancement des opérations de la plateforme Tangemet 2, ce géant du détroit rayonne encore plus comme un hub de référence en Afrique et dans le monde. Tangemet 2, c'est 2 nouveaux terminaux à conteneurs et une capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs. Un investissement en infrastructure de l'ordre de 14 milliards de dirhams avec plus de 4600 mètres de digues et 2800 mètres de quais. Il comporte plusieurs zones d'activité, favorisant l'installation de plus de 912 entreprises dans les domaines industriels, logistiques et de services. Et qui dit entreprise, dit création de nouveaux emplois. Tout cela est bel et bien le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sa Majesté a voulu ce projet à cet emplacement stratégique sur le détroit. Nous sommes aujourd'hui pour le lancement des opérations portuaires de Tangemet 2. Tangemet 2, c'est le triplement des capacités du complexe portuaire pour passer de 3 à 9 millions de conteneurs et disposer à partir de ce moment donc de la capacité de traitement la plus importante en Méditerranée. Le port est actuellement connecté à 77 pays et 186 ports au monde. Le projet Tangemet compte actuellement plus de 900 entreprises dans les domaines industriels, logistiques et des services, ayant permis de créer plus de 75 000 postes d'emploi. Enfin, le nouveau port Tangemet 2 nous placera dans le top 20 mondial pour tout ce qui est trafic conteneurs. Tangemet 2 est arrivé avec une nouveauté, un ambitieux programme d'investissement de 9 milliards de dirhams. Objectif, booster la compétitivité logistique à la fois marocaine et continentale et promouvoir le rôle du Maroc comme acteur majeur dans les corridors logistiques mondiaux. Pour ce faire, le port s'est doté d'un dispositif à la pointe de la technologie. Ce terminal a la particularité d'être automatisé, ce qui permet des gains de temps substantiels en termes de manutention de navires, de réduction des coûts de production et d'amélioration des rendements des terminaux pour une libération plus rapide des navires à conteneurs. Donc c'est aussi un point ou un terminal qui est unique en son genre au niveau de l'Afrique et de la Méditerranée, et le deuxième du genre à être automatisé de cette manière. Tangemet 1, qui est déjà en exploitation depuis 12 ans, positionne déjà ce port comme étant le premier en Afrique. L'événement d'aujourd'hui,
c'est que grâce à Tanger-Med 2, nous devenons la plus grande capacité de la Méditerranée. C'est très important. Le Maroc ne figurait pas dans le passé dans les grandes cartes du monde maritime. Aujourd'hui, le Maroc est incontournable. Tanger-Med est incontournable. Alhamdoulilah, c'est une fierté. Le port Tanger-Med a donc réussi à placer le Maroc parmi les plus grandes nations maritimes du monde et à le hisser de la 83e à la 17e place dans le classement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Une infrastructure portuaire qui vient consolider l'ancrage du royaume dans l'espace euro-méditerranéen, dans son environnement maghrébin et arabe, et renforcer sa vocation de pôle d'échange entre l'Europe, l'Afrique, la Méditerranée et l'Atlantique. Maîtriser les paradigmes de l'intelligence collective, un défi de taille auquel les entreprises sont confrontées. Le Maroc l'a bien compris, il a désormais sa première école d'intelligence collective. Elle est implantée à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Ce nouveau centre d'excellence a été inauguré hier en présence d'une centaine de chercheurs nationaux et étrangers. L'école d'intelligence collective, un projet inédit en Afrique. Ce cursus exclusif aspire à produire une nouvelle génération de professionnels, une jeunesse capable de mener des projets innovants. À l'heure où les complexités économiques, sociales et climatiques ne cessent de s'accélérer, les spécialistes appellent à repenser les techniques de travail et d'organisation. C'est quoi intelligence collective? C'est l'idée centrale que pour résoudre ces problèmes complexes, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes économiques, il faut travailler mieux ensemble, chercher des meilleurs systèmes de collaboration, de travail en équipe, de créativité et d'inclusion. Et c'est pour ça que on est en train de rassembler ici une centaine de chercheurs qui viennent du monde entier. La formation s'articule autour de 3 axes, les sciences cognitives, le design des systèmes d'organisation et la facilitation d'équipe, une discipline portée sur l'intelligence émotionnelle, la gestion de conflits et la créativité. Nous allons œuvrer à rapprocher l'enseignement et la recherche des problèmes de société. L'objectif de cette école est d'intégrer tous ceux qui peuvent contribuer à résoudre les questions d'actualité. Cela servira à encourager l'innovation, pas seulement au Maroc, mais dans l'ensemble de l'Afrique. L'intelligence collective, c'est le fait de se regrouper, de travailler ensemble et de partager les connaissances, afin de pouvoir aller de l'avant. C'est le but de cette école. Avec cette discipline exclusive, cet établissement réaffirme sa mission et son engagement, faire rayonner le royaume en matière d'éducation, de recherche scientifique et d'innovation. L'université propose actuellement 15 programmes de master et accueillera au cours de l'année 2019-2020 1600 étudiants sur son campus à Ben Guerir. Autre chronique spéciale Cannes 2019, c'est tout de suite et c'est en compagnie de Boubkar Ben Ghabrit. Boubkar, bonsoir. Bonsoir Nesline. Et on commence avec cette qualification qui fait du baume au cœur, la qualification au second tour des Lions de l'Atlas à la Cannes 2019 après un très très beau match face à un adversaire de taille quand même, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Lions de l'Atlas ont dominé, un but signé Nsairi après une merveilleuse passe de Nordin Amrabat qui a été exceptionnelle pendant ce match. Et justement, Amrabat qui a été très combatif tout au long de la rencontre, Amrabat, auteur, il faut le dire, d'une valse à la Jacques Brel. À 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu... Nordin Amrabat qui a été combatif, exceptionnel d'ailleurs, je retiens ce surnom qui lui a été attribué par la presse européenne et africaine, le bulldozer quand même, Boubkar. Et en plus de ça, il a été désigné meilleur joueur par la Confédération africaine de football. Donc les Lions ont été époustouflants, combatifs, quel engagement, quelle détermination et surtout quelle rage de vaincre. Les Lions de l'Atlas sont en 8e de finale, tu le disais Nisserine. Après cette victoire face à la Côte d'Ivoire 1-0, l'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Youssef Nassri à la 23e, bien servi, nous le disions, par Nordin Amrabat, désigné par la Confédération
Confédération africaine de football, on le répète, l'homme du match. Amrabat a exprimé d'ailleurs sa satisfaction pour sa désignation meilleur joueur, notant que l'objectif final est de remporter le trophée. Les éléphants avaient failli d'ailleurs ouvrir le score sur une tête de Jonathan Kodja, mais c'était sans compter sur la vigilance du défenseur Ghanem Saïs. Et parmi les nombreuses occasions qui se sont offertes au Lion de l'Atlas, notons la dernière et qui a été l'œuvre de Nossair Mzraoui, mais sa frappe a touché la barre. On écoute Hervé Renard qui exprime sa joie. En 2017, nous avons joué la demi-finale contre l'Égypte que nous avons perdu par un but. J'espère aller loin dans cette compétition, a-t-il déclaré. On l'écoute. Déjà, c'est le Maroc qui a battu la Côte d'Ivoire. Moi, je fais mon métier. Le sort a voulu qu'en depuis 2015, on ait joué 4 fois contre la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup. C'est certainement trop même. Et félicitations aux joueurs qui ont une nouvelle fois su être à la hauteur. Notre maturité, notre concentration et utiliser les points faibles de l'adversaire, chose qu'on a bien su faire et c'est pour ça qu'on ressort avec une victoire. Donc un Nordin Amrabat exceptionnel, combatif, qui a commencé le travail, Nsairi qui a achevé ce magnifique travail, mais également une équipe en forme Bouker, un beau collectif, de la précision, de l'harmonie sur le terrain. C'est tout le staff, c'est toute l'équipe enfin qui est à féliciter, n'est-ce pas? C'était une équipe soudée et déterminée à remporter les 3 points de la victoire. Les coéquipiers de Mehdi Ben Attia se sont donc créés d'énormes occasions de but à la faveur de leur jeu rapide et leur passe courte et précise. Ils se sont offerts à maintes reprises, nous lisions l'occasion d'ouvrir le score notamment à travers une balle arrêtée de Ziyech à la 14e minute, une passe latérale de Derar à la 19e et une tête de Nseri suite à une passe lumineuse de Ziyech à la 34e minute. Toute l'équipe est à féliciter avec, nous le disions, une excellente note pour Amrabat. On écoute Ghanem Saïs et Younes Abdelhamid. C'est notre force, c'est quand on est tous ensemble qu'on fait les efforts. On l'a montré encore ce soir, malgré que tout n'avait pas été parfait contre la Namibie. Ce soir, on a montré qu'on est toujours là. Et voilà, il faut compter sur nous pour la suite. Oui, oui, cette victoire, c'est un gros soulagement. Maintenant, voilà, faut continuer et on va dire que le 3e match sera un avant-goût pour préparer la suite. Donc voilà, faut continuer sur cette lancée, essayer de monter en puissance pour gagner les prochains matchs. Une équipe en forme et un jeu presque irréprochable, Bouker. Visiblement, nous avons profité de la première rencontre et des erreurs que l'équipe avait faites pendant cette première rencontre face à la Namibie. Le match d'hier a été marqué par une belle performance, une performance d'ailleurs saluée par les adversaires, par les Ivoiriens qui l'ont reconnu. Les Ivoiriens, qui ont essayé, bien entendu, d'aller à l'assaut des filets des Lions de l'Atlas. Mais il faut dire que Ghanem Saïs a fait un excellent travail. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que l'on connaissait. Beaucoup d'espace, beaucoup d'erreurs en défense. De maladresse. On écoute d'ailleurs Serge Aurier, joueur de la Côte d'Ivoire, saluer la prestation des Lions de l'Atlas. On a vu l'équipe marocaine avec un peu plus de jus que nous, tout simplement. Faut pas oublier qu'ils ont eu aussi un jour de récupération de plus, donc ça compte dans cette compétition avec la chaleur et tout. Mais voilà, ils ont été meilleurs que nous dans l'engagement, meilleurs que nous dans beaucoup de compartiments. Et puis voilà, on va essayer de finir le dernier match avec plaisir. Donc une belle qualification des Lions de l'Atlas au 2e tour de la CAN 2019, espérant qu'ils vont se qualifier également aux demi-finales et pourquoi pas Bouker au carré doré, nous en avons les moyens et pourquoi pas rêvant grand. Cette qualification a déjà suscité des scènes en fait de joie et de liesse au Caire avec les supporters marocains qui ont fait le déplacement massivement Bouker. Effectivement, ceux qui ont fait le déplacement au Caire en ont eu pour leur argent. Il faut dire qu'ils sont allés bien sûr pour encourager les Lions de l'Atlas. Des centaines de supporters ont fait le déplacement dans la capitale égyptienne. Au coup de sifflet final, ils ont laissé éclater leur joie dans les rues du Caire. On les écoute.
C'est une belle victoire, on s'y attendait un peu. Les Lions de l'Atlas ont été à la hauteur. On restera ici pour les encourager jusqu'à la finale. Le Maroc a mieux négocié cette rencontre que la précédente face à la Namibie. Je suis égyptien. On est venu encourager le Maroc. Félicitations à tous les joueurs pour cette victoire. Le Maroc est la meilleure équipe. La troisième rencontre des phases de poule, ce sera pour lundi. Après-demain, ce sera face à l'Afrique du Sud. Mais il faut dire que le travail le plus important a été déjà fait. Nous allons jouer cette rencontre qui est quand même très importante, avec plutôt sans pression ni stress, Boubkal. Il faut surtout continuer sur le même rythme parce qu'il faut ramener encore les 3 points de la victoire pour terminer en tête de groupe. Je rappelle donc le match Afrique du Sud-Maroc, c'est lundi après-demain, 1er juillet à 17h. Et puis l'Afrique du Sud, justement, à l'Afrique du Sud qui a pris le meilleur sur la Namibie 1-0. Et au classement, ça c'était hier, le classement, groupe D, donc le Maroc est premier avec 6 points, deuxième la Côte d'Ivoire 3 points, troisième l'Afrique du Sud 3 points, quatrième avec 0 points la Namibie. Ça, c'est pour les matchs d'hier, Boubkal. Pour ce qui est des matchs d'aujourd'hui, nous avons déjà une belle affiche qui est en cours. C'est Cameroun-Ghana. C'est en ce moment même une rencontre très très serrée et très fermée. Et puis une autre affiche, ce sera pour 21h. Elle rassemblera, elle opposera le Bénin à la Guinée-Bissau, Boubkal. Oui, effectivement. Donc le match Cameroun-Ghana se joue en ce moment. C'est dans le cadre du groupe F. Et puis le Bénin sera opposé à la Guinée-Bissau. C'est à 21h le Bénin qui doit confirmer ce soir sa belle prestation face au Ghana 2-2 pour espérer décrocher une place pour les 8e de finale. Et le meilleur pour la fin, Boubkal, encore et encore, on se refait avec les téléspectateurs ce petit kiff musical. Pour le plaisir des yeux et des oreilles surtout. Une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu... Et c'est en musique avec cette bonne nouvelle et qui on croise une nouvelle fois les doigts pour les Lions d'Alsace. Pour les prochains matchs, Merci Boubkal, on te retrouve demain. Demain. Allez, on ouvre à présent la page monde de ce journal avec d'abord la crise libyenne. Le maréchal Khalifa Haftar ordonne d'attaquer les navires et les intérêts turcs en Libye. Haftar qui accuse Ankara, je cite, de soutenir militairement ses rivaux du gouvernement d'union nationale. La Turquie a immédiatement réagi à ces menaces. Le président Recep Tayyip Erdogan affirme ne disposer, je cite, d'aucune information à ce sujet. Bien loin d'une gouvernance mondiale harmonieuse, le G20 s'est achevé aujourd'hui à Osaka, au Japon. La grande mobilisation des grandes puissances mondiales n'a engendré aucune avancée sur les dossiers épineux. À leur tête, le climat et la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les deux pays ont certes annoncé une trêve dans leur bras de fer commercial, mais cette trêve n'est assortie d'aucun calendrier. En revanche, le président américain a évoqué un possible assouplissement des restrictions américaines contre le géant technologique chinois Huawei. L'Europe suffoque toujours sous la chaleur avec des températures qui dépassent parfois les 47 degrés en Allemagne, en France, en Belgique et en Espagne. L'Espagne où la vague de chaleur a provoqué plusieurs incendies. Les plus graves ont été enregistrés à Toledo. Ils ont ravagé des centaines d'hectares et des dizaines de maisons. Plus de 700 pompiers sont toujours mobilisés pour maîtriser les flammes. Et chez nous également, le mercure atteindra des températures très élevées. Une vague de chaleur tout juste annoncée par la météorologie nationale. Elle concerne certaines provinces du royaume. Ce week-end, les températures seront, notez-le, comprises entre 40 et 45 degrés à Rachidia, Zagora, Tata, Assazag, Aousserd et Oued Dahab.
La lecture, une activité qui nous permet de grandir, de faire travailler notre mémoire et de nourrir notre imaginaire. Plus encore, elle peut être un tremplin vers l'écriture pour celles et ceux qui s'y intéressent. La question a justement fait débat hier à Casablanca. C'était au Centre régional des métiers et de l'éducation et de la formation. Ahmed Ziane et Sarah Katil pour le commentaire. C'est en présence de spécialistes de la pédagogie, d'écrivains et d'intellectuels qu'a été organisée cette journée d'études sur la lecture au profit des stagiaires du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation à Casablanca. Le but est de les sensibiliser à l'importance de la lecture vu qu'ils exerceront la prochaine rentrée scolaire. Et l'idée, c'est de se dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut leur apprendre comme technique d'enseignement, l'idéal, ce serait qu'eux-mêmes aient envie de lire pour être les passeurs de l'envie de lire chez les jeunes, l'envie d'écrire aussi, puisqu'il n'y a pas d'autre définition de l'école que celle qui existe depuis la nuit des temps, qui est que l'école existe pour apprendre aux jeunes à s'élever, c'est pour ça qu'on parle d'élèves, à s'élever au niveau d'une culture sélective, d'une culture savante. Il y a d'abord la lecture en classe, mais il faut surtout quelque chose qu'on a oublié depuis très très longtemps, il y a la lecture plaisir. Il y a tout le travail qui doit se faire en parascolaire. Et c'est fondamental. Déjà au niveau de l'institution, plus dans le cadre des programmes, la lecture programmatique, etc., il faut la commencer très tôt parce que la lecture devrait être commencée au jardin d'enfants. La lecture développe l'esprit et enseigner aux jeunes enfants à lire les aide à développer leurs compétences linguistiques, à apprendre, à écouter et à écrire. En tant qu'enseignant stagiaire, on a bénéficié des ateliers de l'écriture et de la lecture pour nous initier à la vie professionnalisante en tant que futur enseignant. À l'ère des multimédias, la lecture est délaissée par les élèves. Le défi majeur pour ces enseignants stagiaires est donc de les inciter à renouer avec le livre « Meilleur ami de l'homme ». Clap de fin aujourd'hui pour le Moussem culturel d'Assila. Pendant 2 semaines, cette grande manifestation aura rassemblé des artistes de différentes nationalités et sensibilités également. Parmi eux, des graveurs passionnés d'ici et d'ailleurs. Ils ont partagé avec nous les secrets d'une activité à laquelle ils se consacrent avec beaucoup d'amour, malgré la cherté et la rareté des matières premières. Ahmed Alaoui, Abdelali Ayed et Mounia Marouche. Sur une plaque de cuivre, Malika creuse minutieusement ses motifs. Petit à petit, ils prennent forme et avec eux, c'est toute l'œuvre de l'artiste qui se dévoile. Dans cet atelier d'Assila, l'artiste s'adonne avec une grande habileté à la gravure. Une technique apparue au XVIe siècle, pendant la Renaissance. Elle a permis aux plasticiens de créer et de reproduire leurs créations en plusieurs exemplaires. Un multiple. À la différence de la peinture, la gravure est un art multiple qui consiste à graver sur une plaque une image ou un texte grâce à un ensemble de procédés artistiques ou artisanales. L'œuvre finale s'appelle estampe ou gravure. Cet art ne cesse de se réinventer et d'évoluer du support du bois au cuivre en passant par la pierre. Le seul défi pour ces plasticiens, c'est de trouver le matériel adéquat. La technique de la gravure, c'est une technique qui est très très exigeante. Nous avons du mal à trouver les matières premières, comme le cuivre, les encres et les vernis, que nous achetons uniquement de l'étranger. Idem pour les outils du travail, comme les pointes sèches, qui sont difficiles à trouver au Maroc. Les outils, les pointes sèches, L'art de la gravure est très exigeant et cher. Et pourtant, il continue de séduire plusieurs artistes marocains, comme ces créateurs qui donnent à voir leur savoir-faire ici à Assila, pour le grand plaisir de le partager. Il a à peine 27 ans et il est déjà considéré comme l'un des DJ les plus influents de sa génération. Marshmello s'est produit hier sur la scène de l'OLM Suicide dans le cadre de la 18e édition du festival Mawazine. Le génie américain des platines a livré une performance exceptionnelle et de belles vibrations devant une audience record. L'ami masqué des Daft Punk a plongé les festivaliers dans un monde de rêve et d'extase. Je vous laisse apprécier cette ambiance.
Et ce soir, c'est l'incontournable du reggaeton Maluma qui débarque sur la scène de l'OLM Suissi. L'auteur de Chantaje et de Malamia promet à ses fans une ambiance très caliente. Et sur la scène à Nahda, les mélomanes ont rendez-vous avec le grand artiste émirati Hussein Jesmi. Sur la scène de Salé, c'est le Chabi qui sera à l'honneur avec Zinad Daoudia. Une clôture donc en apothéose de ce festival où toutes les générations trouvent leur compte. Bon festival à tous et à demain, toujours avec grand plaisir.